Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le Club VIP, le podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Aujourd'hui, Claire Vie et Florence reçoivent Jean Kilivic et Joël Guéna à l'occasion de leur heure musicale Le Mont-Loup, inspirée de l'œuvre de François Cheng. Bonjour, Jean Kilivic et Joël Guéna. Vous êtes venus ici donc, à l'occasion de cette heure musicale autour de l'œuvre de François Cheng, qui est un poète d'origine chinoise et écrivain à l'Académie française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous a motivé à créer une œuvre autour de cet écrivain-là ? Alors, moi, c'est à fin 2014, début 2015, je suis tombé par hasard sur les émissions À Voix Nue, les entretiens de François Siry avec François Cheng. Et tout de suite, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Ça m'a beaucoup touché. Et j'ai eu envie de partager ça avec le public. Comme je suis musicien et compositeur, la façon la plus simple de partager, ça m'a semblé justement d'écrire à partir de cette parole. Et j'avais envie vraiment de partager aussi l'expression orale de François Cheng, parce qu'elle me touchait beaucoup. Alors effectivement, on entend en fait dans ce concert qui a été composé par toi, Jean, au saxophone et Joël au piano, on entend effectivement des extraits de parler de François Cheng qui raconte sa vie, mais qui est des parties de sa vie, mais aussi des extraits de ses écrits. Et donc c'est aussi la musicalité de cette voix qui est la sienne qui intervient dans votre concert-là. Oui, tout à fait. Alors, ces entretiens, je pense qu'ils ont eu tellement d'impact qu'ils ont été retranscrits. On peut les trouver justement à travers un livre. Voilà, ça donne à peser la précision de son expression, parce que c'est vraiment son expression orale qui est reprise à l'écrit, et ça fait un texte magnifique. Jean, est-ce que tu peux me raconter comment tu as rencontré Joël ? Ah oui, c'est une histoire, c'est une anecdote. Il y a 2 ans, hein, c'est ça, Joël ? 2 ans, ouais. Voilà, 2 ans. On a été copains de plage, en fait, parce qu'on allait à la plage au même endroit. Et ce n'est que après avoir sympathisé qu'on s'est rendu compte que on avait travaillé ensemble il y a plus de 30 ans. Voilà, puis que nos carrières nous avaient éloignés durant 30 ans. Donc, comme on était en plus sur la même commune, on s'est dit, on va essayer de faire des choses ensemble. Et voilà, le Mont-Loup, c'était notre première collaboration, mais il y en a d'autres qui vont suivre. Oui, j'étais enchanté de rencontrer à nouveau Jean quelques années. Il n'avait pas changé d'un trait. Et donc musicalement, on a tout de suite aussi sympathisé. Parce que c'est pas toujours facile le duo, en fait, de dialoguer avec un autre musicien. Il se trouve qu'avec Jean, c'était tout naturel et tout de suite très agréable. Et donc, moi-même, j'avais lu déjà un peu de François Cheng, et quand il m'a proposé d'intervenir sur ce projet-là, j'étais absolument ravi. Et justement, précédemment, on évoquait cette question de la musicalité, qu'elle est aussi présente dans sa manière de poser sa voix et d'exprimer son propos. Et on le sent précisément dans la manière dont vous avez traduit en musique, en fait, cette richesse-là de sa musicalité. Comment tout ça s'est créé dans la composition, en fait ? Ça a été quelque chose d'assez naturel ? Alors, le processus de composition, pour moi, c'est un processus assez, improbable. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est que c'est des surprises. Des fois, je peux avoir quasiment un morceau entier qui est précis, comme ça, qui me vient d'un seul coup. Des fois, c'est vraiment très long. À partir d'une première idée, d'une mise en forme, d'un développement, ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Donc pour moi, chez moi, il n'y a pas de règle. On a, par contre, le travail collectif qu'on a fait tous les deux avec Joël, j'ai trouvé ça vraiment super
pouvoir reprendre comme ça un travail ultérieur que j'avais fait, et puis de le repasser à la moulinette de nos deux créativités, et d'avancer comme ça plus loin dans le travail de la mise en forme, du développement. Et c'est vraiment un boulot. Ouais, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec toi. Mais moi aussi. Et pour toi, Joël, c'était une fulgurance aussi, comme ça, la création, ou j'imagine que c'est beaucoup de travail aussi. Oui, et surtout, je pense que la création engendre la création. C'est-à-dire que plus on crée, plus on a envie de créer. D'ailleurs, Chang en parle de la création dans son livre sur les méditations sur la beauté. Et ça me vient comme ça, cette pensée de Chang qui est, comme disait Jean, très précise et très claire. Il énonce des concepts très complexes d'une façon très claire. Ça, c'est vraiment génial dans son œuvre. Et au-delà de la composition, oui, mais au-delà de la composition, il y a aussi de l'improvisation dans ce travail. Et cette improvisation donc, est tout à fait liée à la façon dont Chang parle lui-même, d'une façon très claire, d'une façon très musicale aussi. Et comme nous jouons nos compositions après avoir entendu ces textes, nos improvisations sont forcément liées à ce qu'on a entendu. Donc il y a une sorte de dialectique comme ça, naturelle, qui se fait entre Jean Klivic et moi-même, et entre ces textes et ce qu'on peut produire ensuite. Voilà, donc composition et improvisation. On a dans ce concert, il y a différents instruments qui sont utilisés, donc différents saxophones, le piano, la boucle, le looper en fait aussi pour enregistrer des morceaux. On a découvert aujourd'hui un autre instrument qui est un saxophone électrique. Est-ce que tu peux nous en parler, Jean ? Oui, bien sûr. Donc c'est l'EWI, Electric Wind Instrument. Alors c'est bien électrique et pas électronique. Depuis que l'homme a inventé l'électricité, tout de suite il l'a utilisé pour faire de la musique, notamment, des utilisations musicales, mais également vraiment pour produire du son. C'est relativement facile avec l'électricité de produire du son. Et donc ça date de la deuxième moitié du 19e siècle. Et au début du 20e siècle, il y a un certain nombre d'instruments, le thérémine, les ondes Martonneau, qui sont utilisés par les compositeurs. Et également, bien sûr, le synthétiseur analogique, qui date des années 40, 50. L'EWI que j'utilise, c'est un synthétiseur analogique avec une spécificité. D'abord, ce sont les doigtés du saxophone ou de la flûte ou du hautbois, avec cette petite nuance qu'il y a 8 clés d'octave. Donc voilà, il y a ce petit détail-là à maîtriser. Et puis, il est inventé dans les années 70. Il est mis en forme dans les années 70 et la version que j'ai, elle est arrivée en France en 2006. C'est une version qui est pratique parce que c'est miniaturisé dans l'instrument, puisque avant, on avait le contrôleur avant, et puis à côté de ça, beaucoup de matériel électrique à transporter. Là, c'est miniaturisé vraiment dans l'instrument lui-même. Voilà, moi, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser cet instrument-là parce que mes goûts musicaux, voilà, quand j'étais adolescent, parce que je pense qu'on est tous, on a des musiques qu'on découvre vraiment à l'adolescence. Alors moi, j'étais très très imprégné de toute la musique dite classique, académique. Vraiment, j'adorais beaucoup. Et puis j'ai avancé comme ça jusque la musique contemporaine. Et puis à l'adolescence, je me suis ouvert aux musiques jazz fusion, rock progressif, King Crimson, Genesis, Yes, Mahavishnu Orchestra. Et puis après, quand j'ai pratiqué le sax et à mes débuts aussi comme saxophoniste professionnel, j'ai découvert le blues, le jazz classique, Duke Ellington, Count Basie. J'ai fait beaucoup de big band. Mais j'avais toujours ce goût
pour les sonorités des synthétiseurs. Voilà, Joey Zawinul, toute l'utilisation de toutes ces nouvelles couleurs qu'on avait dans le rock et dans le jazz. Voilà. Dans la musique électronique aussi, finalement. Ouais, bien sûr, dans la musique électronique aussi. J'étais très fan de toutes ces nouvelles couleurs-là. Et quand j'ai pu avoir un EWI en 2006, j'ai pu utiliser ça. Je me suis dit, voilà, il faut que je m'en serve dans ma musique. J'aime bien ces couleurs-là. Donc, faut y aller. En fait, c'est vraiment un métissage entre les cultures chinoises et françaises, et un métissage aussi dans les genres, entre le jazz, l'électro, entre tous ces métissages-là qui est intéressant. Donc, c'est ce que vous apportez dans votre musique et dans votre composition aujourd'hui. Complètement, oui. Ce métissage va... je partage ce qu'a dit Jean, tout à fait. Nous sommes de la même génération, nous sommes jeunes. Et donc, évidemment, on a tous les deux une culture classique, et puis une carrière dans le jazz, mais aussi la pratique, pour ma part, j'étais jeune, très jeune, du rock, et cet intérêt pour toutes les musiques, tout ce métissage qu'on a rencontré, qui est assez récent en fait, qui existe même dans la musique contemporaine. On le vit vraiment dans notre musique, dans notre propre langage. Et justement, c'est passionnant de voir comment, dans nos improvisations, on utilise parfois, gens comme moi, des échelles pentatoniques qui sont très utilisées en Orient, par exemple, des choses qui sont des ponts en fait entre les différentes cultures. Et qui sont vraiment ça, c'est vraiment le métissage. Oui. Dans les couleurs sonores, mais plus que ça, dans ce qui est idiomatique également. C'est un peu savant ce que je viens de dire, mais voilà. En même temps, c'est vrai, quand on écoute les paroles de François Cheng, qui parle justement de l'arbre, de cette musicalité des mots, c'est un métissage des genres, un métissage des cultures, un métissage entre la littérature et la musique et la poésie. En fait, c'est une fusion totale que vous avez créée, et c'est vraiment surprenant et chouette. Et ça, je remercie Jean d'avoir m'avoir invité sur ce projet, d'avoir fait participer à ça, écrire de la musique pour ça, parce que c'est vraiment, c'est transversal, effectivement. Et vous avez un album à venir, je crois ? Oui, tout à fait. On est en train de finaliser là on est sur l'étape finale de ce concert en fait qui est travaillé en enregistrement, en disque. Alors on ne sait pas ce qu'on va faire parce que c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Hein. Les CD sont plus tellement utilisés par grand monde, donc c'est surtout le streaming. Et puis peut-être pour avoir vraiment un objet, parce que peut-être travailler sur un support vinyle. Voilà, mais la musique est prête, quasiment finalisée, ouais, tout à fait, ouais. Une question me vient, est-ce que François Cheng a eu l'occasion d'écouter votre travail Alors, je sais que vous le présentez sur scène ou en tout cas avec une version enregistrée peut-être ? Moi j'ai fait un CD en solo de ce concert et je lui l'ai envoyé. Quand je lui ai demandé l'autorisation justement de diffuser des extraits de sa parole, je lui ai envoyé le CD. Maintenant, l'a-t-il écouté ? Je ne sais pas. Hein. Vous n'avez pas eu de retour ? Alors j'ai eu un retour très succinct où il m'a dit bien sûr, vous pouvez utiliser ma parole dans les concerts avec mon amitié. Enfin voilà, quelque chose de succinct, mais où il me donnait son feu vert. Hein, voilà. Mais on utilise aussi, en fait, ce sont des courts extraits qu'on diffuse dans le concert. Et une création autour de la plage ou crustacés, coquillages, non ? Ça viendrait pas C'est-à-dire que je pense qu'on revendique tous les deux cet attachement à la mer, tout à fait, qui est pour ma part, j'ai deux passions, la musique et la mer. Je crois que Jean, c'est la même chose, non ? Oui, tout à fait, oui. Alors j'ai le dernier concert solo sur lequel j'ai pu être en résidence s'appelle Le souffle de la mer. Et on en a déjà parlé, c'est un projet avec Joël justement de passer aussi ce travail-là à la moulinette du duo. Voilà, parce que le duo, le concert, vous imaginez ce concert-là en solo, c'est beaucoup sur les épaules. Ah, c'est faisable, hein, puisque je l'ai
pratiqué, et puis je l'ai fait plein de fois. Mais en duo, c'est quand même... c'est autre chose, quoi. C'est vraiment beaucoup plus de plaisir. Dans le solo, il y a ça qui est compliqué peut-être. C'est que forcément, il y a le plaisir de faire un concert, de partager, et puis de proposer sa musique. Mais peut-être que parfois, le plaisir, il est contrebalancé par le stress. Parce que voilà, quand on est tout seul sur la proposition musicale, faut pas avoir trop de ratés. Tandis que quand on est à deux, on sait que l'autre va être là, quoi. Il va soutenir, et puis ça passe. Et puis ça reste un dialogue de cette manière-là, en fait. Et puis il y a l'enrichissement, bien sûr, de confronter sa pensée, sa pratique à la pensée et la pratique de l'autre. C'est fondamental, ouais. Vous donnez des masterclass aussi, ou des formations à titre individuel ? Moi, j'ai enseigné dans ma vie suffisamment. Pas trop, c'est ce qui m'intéresse. Non. Toi, Jean ? Oui, moi j'ai une masterclass justement sur l'utilisation des loopers. Je suis saxophoniste, compositeur. Alors évidemment, je fais aussi un peu de piano, je fais d'autres instruments. Mais vraiment, le looper, moi je le pratique depuis à peu près en même temps que j'ai eu les Wii, je crois, de 2006. Et c'est vraiment un outil pour travailler qui est génial. Et à mon sens aussi, il est révélateur d'une spécificité. Alors les musiques qu'on appelle les musiques de jazz. Je me suis posé la question. Je me souviens qu'il y a longtemps, j'étais un jeune musicien passionné, et j'achetais la revue. Alors je sais plus, c'était Jazzote ou Jazz Magazine. Je sais pas si ça existe toujours. Et il y avait on a la médiathèque aussi. Voilà. Et je me souviens que sur un numéro, ils avaient posé cette question. Qu'est-ce que le jazz ? Bon, c'est une question... Actuellement, c'est très compliqué. Hein. Et la majorité des musiciens de jazz, dans cet exemplaire-là, moi, ça m'avait frappé, mais pas de façon positive, parce qu'ils parlaient de liberté. Et je trouvais ça un petit peu... parce que je crois que dans toutes les musiques, en fait, la liberté est présente. Donc définir le jazz comme étant la musique dans laquelle on a le plus de liberté, ça me semblait vraiment pas adéquat. Et je me suis reposé cette question-là, et je crois avoir trouvé, pour moi, une réponse. Je pense que pour moi, les musiques, ce qui caractérise ces musiques-là, c'est l'utilisation justement de l'enregistrement. Donc le looper, on est en plein dedans. Le mot apparaît avec un disque. Ce disque-là, c'est un des premiers disques en fait enregistrés. C'est en 1915. C'est il y a l'invention du micro-sillon, du gramophone. Et un des premiers disques enregistrés, donc c'est Original Dixieland Jazz Band. Pour moi, ça dit quelque chose, parce que après, les musiciens ne vont plus gagner leur vie avec les droits d'auteur des éditeurs de partitions. Ils ne vont plus utiliser la partition. Scott Joplin, il gagne sa vie avec les éditeurs. Les partitions de Scott Joplin sont dans tous les foyers américains, et il gagne sa vie avec les éditeurs. Or, après l'avènement du disque, et bien sûr la révolution incroyable qui va s'en suivre, eh bien, les musiciens ne vont plus gagner leur vie à travers les partitions, le papier, mais ils vont gagner leur vie à travers les disques. Et ils vont travailler directement sur les disques. Ils n'ont pas besoin de passer par l'étape de la partition, en fait. Le disque devient la partition ultime. Et c'est une des caractéristiques aussi de la pédagogie du jazz. La pédagogie du jazz, elle arrive en fait relativement tardivement. Elle arrive que dans les années 60 aux États-Unis. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passe ? Avant la première école de jazz aux États-Unis, qui est la Berklee School, eh bien, avant la fondation qui est dans les années 50, milieu des années 50, eh bien, les musiciens dits de jazz, ce sont des musiciens qui ont un apprentissage académique, plus ou moins important, mais ils ont un apprentissage académique. Louis Armstrong, il joue dans l'orchestre d'une école. Ça veut dire qu'il est
contact avec des partitions, avec des arrangements, avec de la musique collective. Mais également, ce sont des musiciens qui se nourrissent vraiment de la rencontre, bien sûr, en temps réel, en live, mais des disques. Ils utilisent les disques. On a l'anecdote de Charlie Parker qui va vraiment faire un bond technique en relevant tous les chorus de Lester Young. Et on a l'anecdote aussi de Lester Young qui s'ouvre à Francis Podras dans un interview célèbre. Francis Podras lui demande d'où ça lui vient, son génie. Et Lester Young va dire au début, je n'étais pas du tout comme ça, je ne savais pas du tout comment faire. Et, voilà. Et je me suis fait jeter de l'orchestre familial parce que son père, ses frères, ses sœurs, tout le monde faisait de la musique. Et le pauvre Lester Young, il s'est mis dans un coin. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé sur les disques, les enregistrements de Frankie Trumbauer, un saxophoniste, et qui jouait avec Dixie Beiderbecke, un trompettiste, voilà, et que Miles Davis aussi cite comme source, comme influence, des rares influences que Miles Davis concède. Et Lester Young, il va relever sur le disque, en utilisant la particularité des 78 tours, c'est qu'on peut changer la vitesse, donc on peut ralentir le discours musical. Et si on ralentit 2 fois, ça descend d'une octave, donc c'est pas très gênant. Voilà, on a la même chose qui est donnée une octave en dessous et 2 fois plus lent, ce qui permet de capter ce qui se passe. Et Lester Young, voilà. Donc on a vraiment comme ça une filiation, je trouve, du travail avec le disque. Et puis évidemment, les premiers disques qui sont réalisés en multipiste, en réenregistrement, re-recording, c'est Bill Evans, Conversation with Myself. C'est Charlie Mingus qui enregistre un disque où il fait la contrebasse et il fait le piano également. Et puis, ce travail-là va s'élaborer, le travail de studio va devenir une des marques de fabrique de la musique aussi pop-rock. Stevie Wonder, les Beatles. Pour en revenir au looper, le looper permet donc de faire ce genre de choses en live. Ce qui est vraiment extraordinaire. C'est donc le numérique permet d'avoir de l'électro comme ça et du jeu par-dessus en live. Bon, c'est quelque chose qui est pratiqué dans la vie contemporaine depuis longtemps, mais là, cette création est basée sur cette idée d'enregistrer en live les choses. Je crois que le public aime ça, voir l'œuvre se construire. En fait, la c'est ça. Spontanéité avec de l'enregistrement, en fait, c'est mêler les deux. Quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et donc là, on a compris effectivement cette construction qui a eu lieu pour ce concert. Est-ce que vous avez prévu de vous produire dans les semaines à venir, on va dire, ou les mois à venir, avec ce concert-là ou avec d'autres concerts éventuellement ? Alors les prochains concerts que j'ai, c'est pas le Montloup. Donc on est disponible à qui veut programmer. D'autres médiathèques. Voilà, Nuit de la lecture. Festival de poésie. Festival de poésie. Ok, super. On attend peut-être d'avoir notre CD ou notre vinyle pour contacter un producteur ou bien un tourneur qui pourra s'occuper de ça. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup Jean Kilivic et Joël Guéna de votre venue, pour votre concert aussi qui était époustouflant et qu'on pourra retrouver bientôt, donc en CD ou en vinyle. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci vraiment pour votre accueil formidable à la médiathèque Alain Gérard. Ouais, super. Et merci Marine pour la technique.